Un pêcheur peut dépenser 1 000 $ en canne carbone, moulinet japonais et leurre importé et rentrer chez lui bredouille. Pendant ce temps, un vieil homme avec 15 mètres de fil, 3 hameçons et un morceau de pain fermenté peut remplir un seau en 1 heure. Voilà la vérité brutale que beaucoup de pêcheurs amateurs refusent d'accepter. La pêche n'est pas un concours de technologie. C'est une guerre silencieuse entre l'intelligence humaine et les instincts biologiques du poisson. Et l'histoire que je vais vous raconter commence loin des magazines de pêche et des boutiques d'équipement. Elle commence dans la pauvreté, dans la nécessité et dans des traditions que l'industrie moderne préfère oublier. Bien avant les vidéos YouTube, bien avant les publicités pour des leurres révolutionnaires, les peuples de l'espace soviétique avaient déjà compris une chose simple. Si une méthode nourrit une famille, elle fonctionne. Tout le reste n'est que du marketing. Revenons en arrière. Année 1940. Guerre. Dans les villages le long du Dniepr en Ukraine, dans les deltas du Don en Russie, dans les lacs gelés du Kazakhstan, la pêche n'était pas un hobby. C'était la différence entre la faim et la survie. Les archives des villages de Poltava, Kherson ou Gomel racontent toute la même chose. Pendant les hivers de guerre, les familles vivaient grâce aux rivières. Les hommes construisaient des montages simples, pas de moulinets, pas de fibres de carbone. Une ligne en chanvre, un plomb improvisé avec du métal fondu, un hameçon forgé. Et pourtant, ils attrapaient du poisson. Carpe, brème, cendre, silure. Dans les villages du bassin de la Volga, les pêcheurs utilisaient déjà des lignes fixes attachées à un pieu sur la berge. En Sibérie, sur l'Ob et l'Ienisseï, les pêcheurs posaient des lignes avec plusieurs hameçons pour intercepter les poissons migrateurs. En Ukraine, sur les bras tranquilles du Dniepr, on amorçait avec du pain fermenté et des céréales pour attirer les bancs de brème. Rien n'était laissé au hasard. Chaque technique venait d'une observation simple. Le poisson ne mord pas par hasard. Il réagit à des signaux biologiques très précis. Odeur, mouvement, concentration de nourriture. Prenons un exemple concret. La brème commune, Abramis brahma, l'un des poissons les plus capturés dans les rivières d'Europe de l'Est. Elle possède plus de 100 millions de récepteurs olfactifs. Cela signifie qu'elle peut détecter des acides aminés dissous dans l'eau à des concentrations inférieures à 1 partie par milliard. Autrement dit, une poignée d'amorces fermentées peut être détectée par un banc entier à plusieurs dizaines de mètres. Les vieux pêcheurs du Dniepr ne connaissaient pas les termes scientifiques, mais ils connaissaient les résultats. Ils savaient que le pain fermenté attire le poisson mieux que du pain frais. Pourquoi ? Parce que la fermentation décompose les protéines en acides aminés libres. Et ces molécules déclenchent le réflexe alimentaire chez les poissons omnivores comme la carpe ou la brème. Maintenant, regardez ce que font beaucoup de pêcheurs modernes. Ils arrivent sur un poste. Ils lancent une seule ligne avec un verre. Ils attendent. Rien ne se passe. Ils changent d'appât. Ils changent de leurre. Ils blâment la météo. Mais biologiquement, leur stratégie est absurde. Ils attendent que le poisson trouve leur appât isolé dans des milliers de mètres cubes d'eau. C'est comme essayer d'attraper un passant dans une ville entière avec une seule miette de pain. Les pêcheurs traditionnels faisaient l'inverse. Ils créaient un point de concentration alimentaire, un endroit où le poisson devait venir. Dans les années 1950, dans certaines régions du Kazakhstan, autour du lac Balkhash, les pêcheurs utilisaient déjà des systèmes de lignes fixes avec plusieurs hameçons espacés, amorcés avec des boules de pâte fermentée. Le principe était simple. Créer une zone de nourriture, concentrer les poissons, puis placer les hameçons directement dans cette zone. Statistiquement, les chances de touche augmentaient de manière exponentielle. La science moderne confirme cette logique. Dans une eau à 18 degrés Celsius, un banc de carpe peut parcourir jusqu'à 300 mètres par heure en recherche alimentaire. Mais il ne s'arrête que s'il détecte une concentration stable de nourriture. Si l'odeur disparaît, le banc repart. Si l'odeur persiste, le banc reste. Voilà pourquoi l'amorçage continu est plus efficace qu'un simple appât. Mais sur Internet, les experts de canapé adorent répéter des mythes. Mythe numéro 1. Le poisson devient méfiant à cause de l'odeur humaine. Scientifiquement faux. Les études sur la carpe et le silure montrent que les poissons réagissent principalement aux signaux alimentaires chimiques. L'odeur humaine est insignifiante comparée aux acides aminés libérés par un appât. Mythe numéro 2. Il faut toujours lancer loin. Encore faux.
Dans beaucoup de rivières ukrainiennes comme la Desna ou le Seversky Donets, les poissons se nourrissent souvent à 3 à 6 mètres du bord, là où les insectes et les graines tombent dans l'eau. Mythe numéro 3. Plus l'équipement est sophistiqué, plus on attrape de poissons. L'histoire prouve le contraire. Les montages les plus efficaces sont souvent les plus simples. Fil solide, hameçon bien placé, amorçage intelligent, position stratégique. Et c'est exactement là que notre histoire rejoint une technique venue de très loin. Une technique qui a bouleversé les idées traditionnelles sur la pêche au bord. Une méthode née dans la pauvreté, perfectionnée par la nécessité, et tellement efficace qu'elle a dérangé les autorités. Mais avant d'expliquer ce système, retenez une chose. La pêche n'est pas une question d'équipement. C'est une question de compréhension de l'eau et du comportement du poisson. Ceux qui l'ont compris nourrissaient des villages entiers pendant les périodes les plus difficiles de l'histoire. Et ceux qui l'oublient continueront à acheter des leurres miracles tout en rentrant chez eux avec un seau vide. La suite de cette histoire montre comment une technique extrêmement simple peut renverser presque tout ce que les pêcheurs modernes pensent savoir. Dans les années 1960 et 1970, lorsque les villes soviétiques s'étendaient et que l'industrie absorbait les hommes dans les usines, les rivières continuaient à nourrir ceux qui savaient observer. Regardez les berges de la Volga près d'Astrakhan, les bras tranquilles du Pripyat en Biélorussie, ou les lacs immenses de Carélie. Partout, les pêcheurs développaient des systèmes simples mais terriblement efficaces. Pas pour le sport, pour remplir la marmite. Dans les villages de la région de Tchernihiv, par exemple, les anciens racontent encore comment leurs grands-pères posaient des lignes fixes appelées zerlitsi de rive. Une ligne épaisse, souvent du fil de nylon soviétique de 0,6 mm, attachée à une branche ou à un pieu. Au bout, un plomb improvisé, parfois un vieux boulon, parfois un morceau de métal coulé. Sur la ligne, 2 ou 3 avançons avec des hameçons numéro 6 ou numéro 8. Rien de spectaculaire. Pourtant, ces montages attrapaient régulièrement du cendre et du silure pendant la nuit. Pourquoi ? Parce qu'ils exploitaient un principe biologique simple. Les poissons suivent les gradients d'odeur dans l'eau. Imaginez une rivière comme la Desna. Courant modéré, eau légèrement trouble, température estivale autour de 20 degrés Celsius. Les molécules odorantes libérées par un appât se déplacent dans le courant comme un nuage invisible. Les poissons situés en aval détectent ce signal et remontent la piste chimique jusqu'à la source. C'est un comportement documenté chez plus de 200 espèces de poissons d'eau douce. Les carpes communes peuvent détecter certains acides aminés à des concentrations de 10 puissance -9 grammes par litre. Le silure européen possède des barbillons recouverts de milliers de capteurs gustatifs capables d'identifier la nourriture même dans une eau complètement opaque. Les pêcheurs de la Volga ne parlaient pas de chimie ou de récepteurs sensoriels. Mais ils savaient une chose, si l'eau sent la nourriture, les poissons arrivent. Voilà pourquoi l'amorçage existait bien avant les produits industriels. Dans les villages ukrainiens, on utilisait des boules de katcha, un mélange de millet, de blé et de tourteaux de tournesol. Dans le sud de la Russie, on mélangeait du pain noir avec de l'huile de tournesol et parfois un peu de farine de poisson. En Sibérie, sur les rivières froides comme l'Angara, les pêcheurs ajoutaient même des morceaux de poisson fermentés pour attirer l'ombre et le taimen. Et maintenant arrive une observation que beaucoup de pêcheurs modernes ignorent complètement. La fermentation augmente la puissance de l'amorce. Lorsque les protéines du poisson ou du pain se décomposent sous l'action des bactéries, elles produisent des acides aminés libres, des amines et des acides organiques. Ces substances sont exactement les molécules que les poissons associent à la nourriture naturelle. Des études réalisées sur la carpe commune ont montré que certaines combinaisons d'acides aminés peuvent multiplier l'activité alimentaire par 3. Autrement dit, une amorce fermentée peut déclencher une frénésie alimentaire là où un appât frais ne ferait rien. Et pourtant, sur beaucoup de forums de pêche modernes, on lit encore des conseils absurdes. Utilisez seulement des appâts frais. Les odeurs fortes effraient le poisson. Le poisson se méfie des montages simples. Ces phrases sont répétées comme des prières, mais elles contredisent la biologie du poisson. Prenons la carpe. Son système olfactif est si développé qu'elle peut suivre une trace chimique sur plusieurs dizaines de mètres, même dans une eau stagnante. Le silure peut localiser une source d'odeur à plus de 100 mètres dans une rivière lente. Quant aux cendres, ses yeux sont adaptés à la faible luminosité,
ce qui signifie qu'ils chassent souvent au crépuscule et la nuit, guidés autant par les vibrations et les odeurs que par la vue. Cela explique un autre principe que les anciens connaissaient instinctivement, la concentration alimentaire. Si vous lancez un seul hameçon avec un ver au hasard dans la rivière, vos chances sont faibles. Mais si vous créez un point où des dizaines de poissons viennent se nourrir, chaque hameçon placé dans cette zone devient une embuscade. C'est exactement ce qui se passait sur certaines rivières du Kazakhstan dans les années 1970. Les pêcheurs locaux plaçaient plusieurs lignes courtes depuis la berge, chacune avec 2 ou 3 hameçons. Puis, ils amorçaient la zone avec des boules de pâte fermentées. Les poissons, carpes, carassins, parfois même esturgeons juvéniles dans les deltas, se rassemblaient autour de cette nourriture. Et les touches devenaient presque automatiques. Ce système fonctionnait particulièrement bien dans les eaux légèrement troubles, très communes dans les rivières de steppe. La turbidité réduit la visibilité, mais elle n'affecte presque pas l'odorat des poissons. En réalité, dans une eau trouble, les poissons se fient encore plus à l'odorat et aux vibrations. Voilà pourquoi les amorces odorantes deviennent encore plus efficaces. Maintenant, parlons d'un détail technique que beaucoup de pêcheurs négligent, la tension de la ligne. Dans les méthodes traditionnelles à ligne fixe, la ligne ne doit pas être tendue comme une corde. Elle doit avoir une légère souplesse. Pourquoi ? Parce qu'un poisson qui prend l'appât ressent immédiatement la résistance. Si la ligne est trop rigide, le poisson recrache l'hameçon. Mais si la ligne offre quelques centimètres de liberté, le poisson avale l'appât avant de sentir la tension. Ce principe est utilisé aujourd'hui dans les montages modernes de carpes, mais il était déjà connu des pêcheurs de rivière bien avant les magazines spécialisés. Autre détail oublié, la profondeur. Dans les rivières comme le Dniepr ou la Volga, la majorité de l'activité alimentaire se produit près du fond, entre 20 et 50 cm au-dessus du substrat. C'est là que les invertébrés, les larves et les particules organiques s'accumulent. Un hameçon placé trop haut dans la colonne d'eau peut passer complètement inaperçu. Les anciens plaçaient donc leurs appâts exactement là où les poissons fouillent naturellement. Pas par théorie, par observation. Et c'est là que l'histoire prend un tournant fascinant. Car pendant que ces traditions continuaient à évoluer dans les villages de l'espace post-soviétique, une autre méthode se développait à l'autre bout du monde. Une méthode construite sur exactement les mêmes principes biologiques. Odeur, fermentation, concentration alimentaire et lignes multiples. Une technique si simple qu'elle ne demandait presque aucun équipement. Une technique qui permettait à des familles entières de se nourrir sans canne, sans moulinet et sans appât acheté. Et lorsque cette méthode a commencé à produire des résultats spectaculaires, elle a attiré l'attention de ceux qui préféraient que la pêche reste un loisir coûteux plutôt qu'un moyen d'autonomie alimentaire. Si vous observez attentivement les archives de pêche soviétiques des années 1970 à 1980, un détail apparaît encore et encore. Les pêcheurs les plus efficaces n'étaient pas ceux qui lançaient le plus loin, mais ceux qui contrôlaient l'espace autour de leur montage. Sur les rives du Dniepr, près de Kremenchuk, sur la Kama en Russie, ou sur les bras lents du Syrdarya au Kazakhstan, les anciens disaient toujours la même chose. Le poisson doit venir à toi, pas l'inverse. Cette idée simple explique pourquoi certaines méthodes traditionnelles capturaient des dizaines de poissons alors que les pêcheurs modernes rentraient bredouilles malgré des équipements coûteux. Prenons un exemple réel étudié par des biologistes soviétiques dans les années 1980, dans la région de Rostov-sur-le-Don. Ils ont observé le comportement alimentaire de la brème et de la carpe dans une zone amorcée. Les résultats étaient frappants. Lorsqu'aucune nourriture n'était présente, les poissons traversaient la zone en moyenne toutes les 20 à 40 minutes. Mais lorsqu'une amorce riche en protéines était déposée sur le fond, les bancs restaient sur place jusqu'à 90 minutes, fouillant activement le substrat. En d'autres termes, la nourriture ne fait pas seulement venir le poisson, elle le retient. Et c'est exactement ce que comprenaient les pêcheurs traditionnels. Dans les villages du delta de la Volga, certains utilisaient des mélanges fermentés à base de poissons séchés et de pain noir. Sur les rivières ukrainiennes comme la Ros ou le Tétérif, on préparait parfois des appâts laissés à fermenter toute une journée au soleil. Les pêcheurs savaient que cette odeur forte n'effrayait pas le poisson. Elle déclenchait au contraire un comportement alimentaire agressif. D'un point de vue biologique, cela s'explique facilement. Lorsque les protéines se décomposent,
Elle libère des molécules comme la lysine, la glycine ou l'alanine. Ces acides aminés sont des signaux alimentaires universels pour la plupart des poissons omnivores et carnivores. Les carpes, par exemple, possèdent des cellules olfactives capables de détecter ces molécules à des concentrations extrêmement faibles. Certaines expériences ont montré qu'une simple trace d'acides aminés peut déclencher un comportement de recherche alimentaire dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Et ce phénomène devient encore plus puissant dans les eaux stagnantes ou à courant faible, exactement les conditions que l'on trouve dans beaucoup de rivières et de lacs d'Ukraine, de Biélorussie ou du sud de la Russie. Maintenant, regardons un autre facteur essentiel, la structure du montage. Dans les techniques traditionnelles à ligne fixe, plusieurs hameçons étaient souvent espacés sur une même ligne. Pas par hasard. Les poissons ne se déplacent pas en ligne droite parfaite. Ils explorent une zone en zigzag en inspectant le fond. En plaçant plusieurs appâts sur quelques mètres, le pêcheur augmente énormément la probabilité qu'un poisson rencontre un hameçon. C'est un principe statistique simple. Si un poisson traverse une zone de 5 mètres contenant 3 appâts au lieu d'un seul, la probabilité de contact peut être multipliée par 3 ou 4. Les pêcheurs de la rivière Don utilisaient parfois ce type de montage pour capturer le poisson-chat européen, le fameux silure. Ils plaçaient plusieurs hameçons avec des morceaux de poisson ou de foie attachés à une ligne fixée à un pieu sur la berge. Le silure, guidé par l'odeur, remontait la piste chimique et trouvait presque toujours l'un des appâts. Mais la clé du succès ne se trouvait pas seulement dans les hameçons. Elle se trouvait dans la gestion du temps. Les anciens savaient que l'amorce ne fonctionne pas instantanément. Il faut généralement entre 10 et 30 minutes pour qu'un nuage d'odeur se disperse suffisamment dans l'eau pour attirer les poissons. Pendant ce temps, les particules d'amorce descendent vers le fond et créent une zone de nourriture. Une fois les premiers petits poissons arrivés, gardons, rotangles, petits carassins, les prédateurs suivent souvent. Ce phénomène est bien documenté. Les vibrations et les mouvements des petits poissons attirent les carnassiers comme le sandre ou le brochet. Ainsi, une simple zone d'amorçage peut déclencher une chaîne alimentaire miniature. C'est exactement pour cela que les pêcheurs expérimentés ne quittent jamais un poste trop rapidement. Beaucoup de débutants font l'erreur suivante. Ils lancent, attendent 5 minutes, puis changent d'endroit. Biologiquement, ils sabotent leur propre stratégie. Un poste amorcé peut devenir extrêmement productif, mais seulement après que le signal chimique a eu le temps de se diffuser. Et c'est ici qu'apparaît une autre erreur répandue dans les conseils populaires, croire que le poisson disparaît lorsque la pression de pêche augmente. En réalité, dans de nombreux cas, les poissons restent dans la zone mais deviennent simplement plus prudents. Des études réalisées sur la carpe commune ont montré que les individus capturés puis relâchés modifient leur comportement alimentaire pendant plusieurs heures, mais pas indéfiniment. Après une période de repos, ils recommencent à se nourrir normalement. C'est pourquoi les pêcheurs traditionnels alternaient souvent les postes et laissaient certaines zones se reposer. Un principe simple, mais efficace. Maintenant, imaginez combiner tous ces éléments. Une amorce fermentée qui attire les poissons de loin, plusieurs hameçons placés dans la zone de nourriture, une ligne fixe qui maintient le montage exactement au bon endroit, et une patience suffisante pour laisser le système fonctionner. Ce n'est plus simplement de la pêche, c'est un piège alimentaire. Et c'est précisément ce principe qui se retrouve dans une technique apparue dans un contexte totalement différent, à des milliers de kilomètres des rivières de l'espace post-soviétique. Une méthode née non pas dans des villages soviétiques, mais dans des communautés côtières pauvres, où les pêcheurs n'avaient ni argent pour l'équipement, ni accès aux magasins spécialisés. Ils avaient seulement du fil, quelques hameçons, et une compréhension instinctive du comportement du poisson. Le résultat fut une technique d'une simplicité presque ridicule, et pourtant si efficace qu'elle pouvait produire plus de poissons par heure que la pêche sportive moderne. Et lorsque cette méthode s'est répandue, elle a créé un problème inattendu. Non pas pour les poissons, mais pour ceux qui préféraient que la pêche reste un système économique contrôlé. Partie 2. Maintenant, imaginez la scène. Une berge tranquille, un pêcheur arrive avec 2 cannes carbone, un moulinet brillant, des boîtes pleines de leurre. Il lance, attend, relance. À 20 mètres, un autre homme plante un bâton dans la terre, attache un fil, verse quelque chose dans l'eau, et 20 minutes plus tard, il sort déjà le 3e poisson. Pour quelqu'un qui ne comprend pas le comportement du poisson,
Cela ressemble à de la chance. Mais biologiquement, c'est l'inverse. C'est un système. Et ce système repose sur 4 principes simples que les pêcheurs traditionnels de l'espace post-soviétique connaissaient déjà intuitivement. Concentration alimentaire, signal chimique fort, position stable du montage et multiplicité des points de capture. C'est exactement ce qui se cache derrière la technique brésilienne appelée « linha de mão com chumbo caseiro », la ligne à main avec plomb maison. Mais pour comprendre pourquoi elle fonctionne si bien, revenons encore une fois à la biologie du poisson. Dans les eaux côtières ou les estuaires, la visibilité est souvent très faible. Les particules de sable, les algues, la matière organique rendent l'eau trouble. Dans ces conditions, les poissons ne se fient presque plus à la vue. Leur système principal devient l'odorat et la ligne latérale. La ligne latérale est un organe sensoriel capable de détecter les vibrations et les mouvements dans l'eau. Elle permet aux poissons de sentir la présence d'autres poissons ou d'objets à plusieurs mètres de distance. Mais l'odorat reste encore plus puissant. Certaines espèces, comme le poisson-chat ou le tambour, peuvent détecter des molécules alimentaires à des concentrations inférieures à 1 milliardième de gramme. C'est là que le mélange fermenté entre en jeu. Le système brésilien utilise une pâte simple, sardines en conserve, pain ou chapelure, sucre et eau. Après 24 heures de fermentation, cette mixture devient une bombe chimique. Les protéines des sardines se décomposent en peptides et acides aminés. Les bactéries produisent des acides organiques et des composés volatiles. L'huile de poisson forme un film visible à la surface. Pour un poisson, c'est l'équivalent d'une sirène d'alarme alimentaire. Dans les années 1990, des chercheurs en biologie marine ont montré que les poissons carnivores réagissent particulièrement aux acides aminés, comme la taurine et l'arginine. Ces molécules signalent la présence de chair animale. La fermentation libère exactement ces substances. Voilà pourquoi une pâte fermentée attire souvent plus de poissons qu'un simple morceau de poisson frais. Mais la vraie intelligence du système ne se trouve pas seulement dans l'odeur. Elle se trouve dans la manière dont cette odeur est utilisée. Dans la pêche traditionnelle moderne, beaucoup de pêcheurs commettent une erreur stratégique. Ils concentrent toute leur amorce au même point. Cela crée un nuage d'odeur, mais limité. La méthode des favelas fait l'inverse. Le mélange est versé en ligne, du rivage vers le plomb. Cela crée une piste chimique. Imaginez une route invisible dans l'eau. Les poissons situés à différentes distances peuvent détecter cette piste et la suivre jusqu'à la source. Pendant qu'ils remontent cette trace, ils rencontrent les hameçons placés le long de la ligne. Ce n'est plus un appât isolé, c'est une embuscade progressive. Chaque hameçon devient un point d'interception. D'un point de vue probabiliste, c'est extrêmement puissant. Supposons qu'un poisson traverse la zone. Avec un seul appât, la probabilité de contact peut être de 5 à 10%. Mais avec 3 appâts alignés dans une zone d'alimentation active, cette probabilité peut dépasser 40 ou 50%. C'est exactement pour cela que les pêcheurs qui utilisent cette méthode capturent souvent plusieurs poissons en très peu de temps. Et il y a un autre avantage énorme, l'absence de canne et de moulinet. Pour beaucoup de pêcheurs sportifs, cela semble archaïque. Mais en réalité, c'est un système extrêmement direct. La ligne attachée à un point fixe transmet chaque vibration. Lorsqu'un poisson prend l'appât, le mouvement est visible immédiatement. Le pêcheur peut récupérer la ligne à la main sans attendre. Dans certaines situations côtières ou fluviales, cela peut même être plus efficace qu'une canne longue, surtout lorsque les poissons se nourrissent près du fond. Regardons maintenant les composants exacts du montage. La ligne principale, environ 15 mètres de fil résistant, généralement entre 0,40 et 0,60 mm. Cette résistance permet de tirer les poissons directement sans risque de casse. Le poids, entre 120 et 250 grammes selon le courant. Dans les favelas, on utilisait du plomb récupéré ou même des sacs remplis de pierres. L'objectif est simple, maintenir la ligne immobile sur le fond. Les hameçons, 3 en général, espacés de 2 à 3 mètres. Chaque hameçon est monté sur un avançon d'environ 1 mètre pour permettre à l'appât de bouger naturellement. Et l'appât lui-même, une petite boule de pâte fermentée moulée directement autour de l'hameçon. Contrairement à beaucoup d'appâts modernes, cette pâte se dissout lentement. Elle libère des particules et de l'odeur pendant plusieurs minutes. Ainsi, même l'appât devient une mini-source d'amorçage. Lorsque les premiers petits poissons arrivent pour manger ces particules,
ils attirent rapidement des poissons plus gros. C'est exactement le même phénomène que celui observé dans les zones amorcées des rivières soviétiques. Une chaîne alimentaire miniature se forme. Les petits poissons se nourrissent, les prédateurs arrivent, et au milieu de cette agitation, les hameçons attendent. Maintenant, parlons du timing, un facteur crucial. Les pêcheurs expérimentés qui utilisent ce système savent qu'il existe une fenêtre d'activité. Généralement, les premières touches apparaissent entre 10 et 20 minutes après l'amorçage initial. À ce moment-là, la concentration d'odeur dans l'eau est maximale et les poissons commencent à se rassembler. C'est souvent dans les 30 minutes suivantes que les captures sont les plus rapides. Après environ 1 heure, l'effet peut diminuer si l'amorçage n'est pas renouvelé. C'est pourquoi les pêcheurs versent régulièrement de petites quantités supplémentaires du mélange pour maintenir le signal chimique actif. Cette technique transforme littéralement la zone de pêche en point d'alimentation artificielle. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que lorsqu'une méthode aussi simple commence à produire des résultats spectaculaires, elle attire inévitablement l'attention. Dans les années 1970, dans certaines communautés côtières du Brésil, les autorités locales ont commencé à regarder cette technique avec méfiance. Officiellement, on parlait de protection des ressources. Officieusement, le problème était ailleurs. Cette méthode permettait à des familles pauvres d'obtenir une source de nourriture gratuite, sans licence, sans équipement coûteux, sans participation à l'économie formelle. Autrement dit, une autonomie alimentaire. Et dans beaucoup de sociétés, l'autonomie des populations pauvres a toujours inquiété ceux qui contrôlent les règles. Mais malgré les pressions, la technique ne pouvait pas disparaître, parce qu'elle reposait sur des principes trop simples pour être interdits. Du fil, des hameçons, du poisson fermenté et une compréhension profonde du comportement des poissons. Partie 3. Maintenant, regardons la technique elle-même avec précision, parce que derrière l'histoire sociale et les mythes, il y a surtout une mécanique biologique extrêmement logique. Dans les années 1970, dans plusieurs favelas côtières du Brésil, notamment autour de Recife, Salvador et Rio, les familles qui vivaient près de l'eau avaient besoin d'une méthode fiable pour capturer du poisson sans équipement coûteux. Les cannes, les moulinets et même les appâts commerciaux étaient hors de portée. Alors ils ont construit un système minimaliste qui utilisait seulement ce qu'on pouvait récupérer. Du fil, quelques hameçons, du métal pour faire un poids et des restes de nourriture pour fabriquer un appât fermenté. Le résultat fut la Linha de Mao comme Chumbo Caseiro. Sur le papier, cela ressemble à une simple ligne à main, mais dans la pratique, c'est un système d'alimentation artificielle qui transforme une portion d'eau en zone de chasse. Pour comprendre pourquoi cela marche, imaginez comment un poisson explore son environnement. La plupart des espèces copières, mulets, poissons-chats marins, tambours, vivaneaux, passent une grande partie de leur temps à chercher de la nourriture près du fond. Ils nagent lentement, analysent l'eau avec leur odorat et leurs lignes latérales, puis inspectent toute source potentielle de nourriture. Lorsqu'un signal chimique apparaît, ils suivent le gradient de concentration. Plus l'odeur est forte, plus ils s'en rapprochent. C'est exactement le principe de la piste odorante. Les pêcheurs des favelas l'ont exploité sans connaître les termes scientifiques. La première étape du système est la préparation de la pâte fermentée. Une simple boîte de sardines bon marché est versée dans une bouteille en plastique. On ajoute du pain rassis ou de la chapelure, une cuillère de sucre et un peu d'eau. Ensuite, on secoue. Le mélange est laissé dans un endroit chaud pendant environ 24 heures, parfois seulement 12 heures dans les climats tropicaux. Ce qui se passe ensuite est purement biologique. Les bactéries commencent à décomposer les protéines et les lipides du poisson. Les enzymes cassent les chaînes protéiques en peptides et acides aminés. Les levures transforment une partie des sucres en composés organiques volatiles. L'huile des sardines se disperse dans le mélange. Après un jour, la mixture devient acide, légèrement mousseuse et très odorante. Pour un humain, l'odeur peut être désagréable. Pour un poisson, c'est un signal alimentaire extrêmement puissant. Dans certaines études de biologie marine, on a observé que les poissons détectent des concentrations d'acides aminés aussi faibles que 10 puissance moins 9 grammes par litre. Cela signifie qu'une petite quantité de pâte fermentée peut diffuser un signal perceptible sur plusieurs dizaines de mètres, surtout dans une eau calme. La deuxième étape est le montage de la ligne. En général, environ 15 mètres de fils résistants sont utilisés. Dans l'équivalent post-soviétique, ce serait comparable à une ligne de 0,5 mm utilisée pour le silure ou la carpe. Un bout est attaché à un point fixe sur la berge.
un rocher, un poteau ou un pieu planté dans la terre. L'autre bout est relié à un poids suffisamment lourd pour maintenir la ligne au fond. Dans les rivières comme le Dniepr ou la Volga, cela correspondrait à un plomb entre 120 et 200 grammes selon le courant. Ensuite viennent les hameçons, 3 en général. Ils sont espacés sur la ligne principale à intervalles réguliers, chacun monté sur un avançon d'environ 1 mètre. Cette distance permet à l'appât de bouger légèrement avec le courant, ce qui le rend plus naturel. L'erreur la plus courante chez ceux qui essaient cette méthode pour la première fois est d'utiliser des appâts classiques, vers, morceaux de poisson, crevettes. Cela fonctionne parfois, mais ce n'est pas le cœur du système. L'appât correct est la pâte fermentée elle-même. Une petite portion solide est prise dans la bouteille et moulée autour de chaque hameçon. La pâte adhère suffisamment pour rester en place, mais se dissout lentement dans l'eau. Pendant qu'elle se dissout, elle libère des particules et des molécules odorantes. Autrement dit, chaque hameçon devient aussi une source d'amorçage. Mais le véritable moment clé arrive après la mise en place du montage. C'est le déploiement de l'amorce liquide. La bouteille de mélange fermenté est versée progressivement dans l'eau le long de la ligne. Pas en un seul point, en ligne, du rivage jusqu'au poids. Ce geste crée un phénomène intéressant. Les particules plus lourdes coulent vers le fond. L'huile forme une pellicule à la surface. Les molécules odorantes se dispersent dans toute la colonne d'eau. Résultat, une colonne de signal chimique descendante. Dans les minutes suivantes, les premiers poissons réagissent. Souvent les plus petits, équivalents de nos gardons ou rotangles dans les rivières d'Europe de l'Est. Ils viennent manger les particules. Leur agitation attire des poissons plus gros. Dans les systèmes naturels, ce comportement est fréquent. Lorsqu'un groupe de petits poissons se nourrit activement, les prédateurs interprètent cela comme un signe de nourriture disponible. En 10 à 15 minutes, une véritable zone d'alimentation peut apparaître autour de la ligne. Et au milieu de cette activité, les hameçons sont déjà en place. C'est là que la méthode devient presque automatique. Les poissons qui arrivent dans cette zone sont déjà dans un état d'alimentation. Ils ne testent pas l'appât avec prudence, comme dans une situation normale. Ils frappent rapidement, parce que la compétition alimentaire augmente. C'est un phénomène bien connu chez les poissons. Lorsqu'ils se nourrissent en groupe, leur prudence diminue et leur agressivité alimentaire augmente. Les biologistes appellent cela « feeding competition ». Voilà pourquoi les touches peuvent se produire les unes après les autres. Le pêcheur n'a plus qu'à surveiller la ligne. Dès qu'un mouvement apparaît, il tire la ligne à la main et ramène le poisson. Pas de ferrage violent, pas de combat compliqué. Une récupération régulière suffit. Ensuite, on remet un peu de pâte sur l'hameçon et on verse une petite quantité supplémentaire d'amorce pour maintenir la zone active. Ce cycle peut continuer pendant 1 heure ou plus. Dans de bonnes conditions, certains pêcheurs rapportent des captures de plus d'une dizaine de poissons en moins de 30 minutes. Et ce qui rend ce système particulièrement remarquable, c'est qu'il fonctionne sur une grande variété d'espèces. Dans les environnements côtiers, poissons-chats marins, vivaneaux, tambours. Dans les estuaires, mulets et bars. Dans les eaux douces ou saumâtres, carpes, carassins, poissons-chats et parfois même brochets attirés par les petits poissons concentrés autour de l'amorce. C'est exactement la raison pour laquelle cette méthode s'est répandue si rapidement dans différentes communautés de pêcheurs à travers le monde.